Bienvenue à notre exploration du jour. On plonge dans un sujet fascinant, l'effet Pygmalion. C'est cette idée que ce que les autres attendent de nous, ça peut vraiment changer notre façon de performer, souvent sans qu'on s'en aperçoive. Exactement, c'est un mécanisme assez subtil. Pour préparer cette discussion, on a regardé pas mal de choses. L'étude originale en milieu scolaire, bien sûr. La classique. Oui, puis des articles importants en gestion, des synthèses de recherche plus récentes et même des textes qui regardent les controverses ou les biais possibles, des sources solides reconnues. C'est important de le mentionner, oui. Notre but aujourd'hui, c'est de comprendre c'est quoi au juste cet effet Pygmalion, comment ça fonctionne, surtout les aspects inconscients. Là. Le côté un peu caché de l'iceberg. C'est ça. Et voir comment ça se manifeste concrètement, à l'école, au travail. On veut vraiment saisir l'importance de ces attentes. Bonne idée. Puis l'idée centrale qui va nous guider, c'est un peu comment une simple croyance, juste une attente envers quelqu'un, peut finir par devenir une réalité qu'on peut observer. Une prophétie qui se réalise elle-même, finalement. Exactement. Alors, regardons ça de plus près. On commence par le commencement, l'expérience qui a tout lancé. Oui. Pygmalion in the Classroom, Rosenthal et Jacobson, fin des années 60. Voilà. Imaginez la scène des enseignants. On leur dit que certains élèves, qui en fait ont été choisis complètement au hasard, C'est ça le point important, le hasard. Ces élèves-là sont des promesses intellectuelles qu'ils vont performer, éclore durant l'année. Et le résultat a été pas mal frappant. 1 an plus tard, ces élèves-là, ceux désignés au hasard, Oui. ils montraient des gains QI nettement supérieurs aux autres. C'est vraiment l'exemple parfait de la prophétie autoréalisatrice. Mais comment? Juste parce que les profs le croyaient? En plein ça. Leurs attentes, même si elles partaient de rien de concret, ont modifié leur comportement. Puis ça, c'est souvent inconscient. OK. Comme le note Catherine Ellison, plus récemment, ça passe par des choses fines, le ton de la voix, une expression du visage, l'attention qu'on donne. Des micro-changements. Exact. Qui crée un environnement plus favorable pour ces élèves-là. C'est l'étude fondatrice, même si, faut dire que sa méthode a été discutée par la suite. Une de nos sources le mentionnait d'ailleurs. C'est fascinant comme point de départ à l'école, mais est-ce que ça s'arrête aux portes de l'école? Est-ce que ça nous suit dans notre vie d'adulte? Non, pas du tout. Justement, il y a un article qui a eu beaucoup d'impact, celui de J. Sterling Livingston, publié dans la Harvard Business Review juste après l'étude de Rosenthal et Jacobson. Ah oui? Et qu'est-ce qu'il disait? Il montrait que le même principe s'applique tout autant dans le monde du travail. Les attentes d'un gestionnaire envers ses employés. Ça a un impact direct sur leur rendement, mesurable. Donc, si mon boss, mettons, croit vraiment que j'ai du potentiel, ça m'aide. Exactement. S'il a des attentes élevées, il va avoir tendance, peut-être sans même s'en rendre compte, à te faire plus confiance, OK. à te donner des tâches plus stimulantes, à offrir plus de soutien. Puis le résultat, l'employé a plus de chances de bien performer. Et l'inverse est vrai aussi, j'imagine. Malheureusement, oui. Des attentes faibles peuvent, sans le vouloir, limiter le potentiel, mener à une moins bonne performance. Livingston utilise une image forte. Les employés finissent par se hisser ou s'abaisser au niveau qu'on attend d'eux. C'est puissant comme idée. Mais est-ce que c'est juste une observation ou il y a d'autres recherches qui le confirment? Ah oui, absolument. Au début des années 2000, il y a eu des travaux de synthèse importants, notamment une méta-analyse, celle de Quirin et Gold. Une méta-analyse, donc ça combine plusieurs études. C'est ça. Ils ont confirmé l'effet Pygmalion dans plein de contextes de travail différents. L'effet est notable, assez important en termes de magnitude statistique. Intéressant. Puis ce qui est aussi intéressant, c'est que leur analyse suggère que l'effet est encore plus fort quand la performance de départ de l'employé est vue comme faible. Ah, bon. Comme si les attentes élevées avaient encore plus de levier dans ce cas-là? On pourrait dire ça comme ça, oui. Mais comment ça fonctionne ou juste si c'est inconscient, comment ça se transmet? C'est quoi les canons? C'est là que ça devient subtil. Dove Eden, au début des années 90, a bien décortiqué les mécanismes. Ça passe par plusieurs chemins, souvent pas intentionnels du tout. Comme quoi, par exemple? Premièrement, le climat socio-émotionnel. Un gestionnaire qui a des attentes élevées va souvent créer une ambiance plus chaleureuse, plus encourageante. D'accord. Ensuite, le type de feedback. Il va être peut-être plus fréquent, plus précis, plus constructif. OK, logique. Troisièmement, les opportunités d'apprendre, de se développer. On donne plus de chances de briller à ceux en qui on croit, Mhm. Et même la communication non verbale. Un regard, un sourire, la posture. Ça peut en dire long sans un mot. Attends une minute.
Ça veut dire que même si un prof ou un manager là, pense être super juste, équitable, avec les meilleures intentions, Oui. il pourrait quand même, sans le savoir, envoyer des signaux différents juste à cause de ses attentes profondes. C'est exactement ça le nœud du problème. Et c'est ce qui rend le phénomène si fort et si complexe à gérer. Wow! Nos attentes, elles teintent nos interactions de manière presque invisible. Ça rejoint les idées sur la cognition sociale implicite. La cognition sociale implicite? Oui, c'est un concept exploré par Greenwald et Banerjee, entre autres. L'idée, c'est que notre cerveau utilise des raccourcis, basés sur nos expériences passées, nos apprentissages. Pour juger vite. Voilà. Pour évaluer rapidement les situations, les gens, c'est comme un pilote automatique pour nos jugements qui fonctionne souvent sans qu'on ait besoin d'y penser consciemment. Un peu comme le fameux système E de Kahneman, la pensée rapide, intuitive, mais qui peut nous tromper. C'est une excellente analogie, oui. Ce système rapide est efficace, mais il est moins porté sur l'analyse fine. Fait que, concrètement, une personne en autorité, avec des attentes élevées, Oui. elle va sans forcément le planifier, avoir tendance à créer un climat plus positif, donner plus de retours qui aident vraiment. Offrir plus de défis. Exactement. Plus d'occasions de se dépasser, confier des tâches plus intéressantes. C'est ce qu'on retrouve dans des analyses récentes, comme celle qui s'appuie sur le modèle Brophy-Good. Mhm. Je me souviens d'un texte de Gérard d'Ambroise qui parlait même du regard admiratif Oui, et de l'importance de souligner les petits progrès. C'est comme si l'attente positive créait un genre de cercle vertueux nourri par plein de petites interactions. tout à fait. Ces comportements, même s'ils semblent petits pris un par un, ils s'accumulent. Et à la fin, ça a un impact réel sur la confiance en soi, la motivation, l'engagement. Et la performance au bout du compte. Précisément. OK. Là, on voit bien le côté positif, le potentiel pour tirer les gens vers le haut. Mais si les attentes élevées peuvent faire ça, j'imagine que l'inverse est aussi vrai, les attentes faibles. Malheureusement, oui. C'est le côté sombre de la médaille, hein? L'effet golem. L'effet golem. Oui. Des attentes faibles qui mènent à une performance plus basse. C'est le pendant négatif de Pygmalion. Il y a une étude de Dove Eden et ses collègues en 2018 qui a regardé ça dans des groupes de travail. Et qu'est-ce qu'ils ont observé? Ils ont vu que lorsque des croyances négatives sur les capacités des membres circulent dans une équipe et sont partagées, Oui. ça a tendance à diminuer le sentiment d'efficacité, autant personnel que collectif. Les gens se sentent moins capables puis ils fournissent moins d'efforts. L'attente négative devient, elle aussi, une prophétie qui se réalise. C'est ça. Ça donne à réfléchir, on a peut-être tous été à un moment donné un peu victimes de ça, ou même sans le vouloir, on a peut-être créé un effet golem autour de nous. C'est fort possible. Et les conséquences peuvent être vraiment dommageables quand ces attentes négatives sont liées à certains groupes sociaux. Ah oui? Comment ça? Par exemple, il y a une étude économique rapportée par l'Université Johns Hopkins en 2016. Elle a montré des différences d'attente assez nettes chez les enseignants. Qu'est-ce qu'elle disait, cette étude? Elle révélait que pour un même profil d'élèves afro-américains, les enseignants blancs avaient des attentes de réussite scolaire bien plus basses que les enseignants noirs. Ah ouais? De combien? Par exemple, la probabilité qu'un enseignant blanc prédise que cet élève irait à l'université était environ 30 % plus faible que pour un enseignant noir. 30 c'est énorme. Oui. Et ces attentes plus faibles, même involontairement, ça peut limiter les opportunités données à ces élèves et ça peut contribuer aux écarts de réussite qu'on observe. Distante sans que personne ait la mauvaise intention de le faire. Exactement. Et cet impact négatif, il est confirmé par des travaux plus récents. Une revue de la littérature de Ruby Davis et Hattie, prévue pour 2025, Oui. elle indique que quand les attentes négatives des enseignants sont vraiment fortes, l'effet sur la réussite des élèves peut être très important. Aussi fort, en fait, que les effets positifs les plus puissants de Pygmalion. Donc, le négatif peut être aussi puissant que le positif. C'est ce que ça suggère. Et on voit des choses semblables en entreprise. Des travaux de Christiane et ses collaborateurs en 2021, ils suggèrent que si des managers perçoivent l'efficacité de leurs employés issus de minorités comme étant plus faible, une perception qui, dans leur étude, était liée à la race, OK. ça peut miner le sentiment d'auto-efficacité de ces employés et même augmenter la probabilité qu'ils quittent l'entreprise. Fait que les attentes négatives ont des conséquences bien réelles et souvent néfastes. Bon, si on essaie de résumer un peu, ce qu'on voit, c'est que cet effet Pygmalion, que ce soit le bon côté ou le mauvais côté golem, c'est un phénomène bien réel. Sa force est documentée par des décennies de recherche, puis confirmée par des synthèses récentes. Vous parliez de Ruby Davis et
Hattie, qui mentionne même des écarts d'apprentissage considérables entre les classes selon les attentes. C'est juste. L'ampleur de l'effet peut être considérable dans certains cas. Par contre, il faut apporter une nuance. Laquelle? Si on regarde l'effet moyen de Pygmalion, sur l'ensemble de toutes les études, il est généralement considéré comme modéré. Ah, OK. Donc pas toujours si énorme. En moyenne, non. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, la variation est immense. Comme le soulignent Ruby Davies et Hattie, l'effet devient vraiment puissant, positif ou négatif, quand les croyances de départ de la personne en autorité Le prof, le boss. sont très fortes, très ancrées. C'est dans ces cas-là que l'impact est le plus spectaculaire. Catherine Ellison, que vous avez citée au début, elle soulevait aussi la difficulté de refaire l'expérience originale sans tromper un peu les participants, non? Ça pose des questions. C'est un point méthodologique valide, oui, mais Ellison, elle voit aussi un potentiel positif là-dedans. C'est-à-dire, Si on arrivait à former les enseignants, les gestionnaires, les leaders, à développer consciemment, volontairement, des attentes élevées pour tout le monde sous leur responsabilité, pour tous, sans exception. oui, sans sélection arbitraire, on pourrait peut-être créer un climat général plus porteur, basé sur la confiance, une exigence bienveillante. L'idée, ce serait de viser un effet Pygmalion positif généralisé. Et cette dynamique, ça se limite pas à l'école ou au bureau, j'imagine. On peut l'avoir ailleurs. Oui, le phénomène semble plus large. Il y a un article, par exemple, dans le Journal of Medical Ethics en 2021. Dans le médical. Oui, qui explore une application possible pour les patients dans le coma. L'idée, c'est qu'un pronostic très pessimiste d'un médecin pourrait influencer la décision de limiter ou retirer les soins. Oh! Dans ce contexte tragique, l'attente négative du médecin pourrait, d'une certaine façon, contribuer à ce que la prophétie se réalise. C'est intense comme exemple. Ça montre bien comment une attente forte, qui vient d'une source crédible, peut mener à une action ou une non-action qui influence directement le résultat. D'ailleurs, une revue de 2023 proposait de bien distinguer les prophéties. Est-ce qu'elles viennent de soi ou de l'extérieur? Est-ce que le résultat est positif ou négatif? C'est utile pour analyser. Tout ça nous ramène vraiment à l'idée de départ. Les attentes, qu'elles viennent de nous ou des autres, elles sont loin d'être neutres. C'est clair. Elles ont un vrai pouvoir pour façonner notre réalité, souvent par des chemins très discrets, presque inconscients, que ce soit en classe ou bureau, ou même dans des situations plus critiques comme en santé. C'est un phénomène qui est vraiment partout dans nos interactions sociales. Puis ce qui est peut-être le plus étonnant, c'est que ça pourrait même avoir des racines innées dans notre biologie. Ah oui? Carrément. Bien, certaines sources qui s'appuient sur des travaux en neurosciences cognitives, publiés dans des revues comme Nature Reviews Neuroscience, PNAS, Oui, elles suggèrent que les attentes peuvent déclencher des changements physiologiques réels dans le cerveau. comme l'effet placebo. Un peu dans cette veine-là, oui. Ça pourrait activer certains systèmes de neurotransmetteurs, genre la dopamine, les opioïdes naturels du corps, et modifier comment notre cerveau traite l'info, anticipe une récompense ou gère la douleur. Ça tendrait à montrer que les attentes, c'est pas juste dans la tête, psychologique. Ça a un ancrage biologique profond. C'est une perspective assez vertigineuse. Alors, pour finir notre discussion, peut-être laisser l'auditoire avec une question. Ouais. Sachant que ces attentes fonctionnent de manière si subtile, souvent sous le radar, et qu'elles ont un tel impact, qu'est-ce que ça change, juste le fait d'être conscient de ce phénomène? Bonne question. Comment est-ce que cette prise de conscience pourrait modifier notre lecture des interactions de tous les jours ou peut-être même influencer comment on choisit de formuler nos propres attentes envers nous-mêmes et envers les autres? Voilà une piste de réflexion personnelle qui découle de tout ce qu'on vient de se dire.